C'est une lunettes de soleil. T'es bon là? T'es bon? T'es Ah, prêt? T'es chaud? T'es détendu et zygomatiques? Ouais, ça va. Bon, on est parti. Bon, allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est de retour chez General Car Vintage. Avec Loïc, encore une fois. Encore une fois, ouais. Hein, alors, je disais que tu vas finir par y prendre goût. Ouais, Toi, presque. tu disais que c'était moi qui y prenais goût. Je pense que c'est plutôt toi. C'est pas grave, mais pour la première vidéo de l'année, on n'est pas sur une Renault. Ah non, là on passe Là, aujourd'hui, à une autre auto, autre chose. Là. on passe outre-Rhin. Ah oui. Parce que si tu nous présentes ta voiture. Oui. Hein, alors d'abord, tous ceux qui se plaignent qu'on fait trop de Renault sur la chaîne, c'est de sa faute à lui. Oui, c'est un peu de ma faute. Parce que c'est un peu lui le spécialiste Renault, c'est toi qui me dégote tous des bagnoles. On va essayer cette année de faire un peu plus. Exceptionnel, on va essayer de faire changer un petit peu la carte. On va essayer. On fera quand même du Renault. Ah bah de temps en temps. Mais bon, aujourd'hui, Change pas d'équipe qui gagne. on est sur ta voiture, alors dis-nous le modèle exact que c'est, parce que franchement, Alors, comme tu dis, c'est un missile quoi. ah ça c'est le missile, la bavaroise. Non, c'est une 528 E28, donc de sortie d'usine décembre 82. Donc on est sur la phase 1. Donc c'est le 28 donc, qui va donc être après la E12, qui, on va tout de suite mettre le mythe, hein, c'est pas celle de Mérine. Mérine c'était une E12. Bon, c'est la même, c'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, on lui a reproché, quand elle est sortie en 81, à sa sortie, c'est qu'elle était un petit peu trop ressemblante avec donc, sa grande sœur, l'E12. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la cellule centrale du véhicule, on est relativement sur la même voiture. On a retravaillé un petit peu sur l'avant, l'arrière est assez différent. Ouais, ils ont travaillé l'aérodynamique pour gagner en fluidité, au design, et puis pour une économie de carburant aussi. Oui, aussi, puis stabilité, la voiture à haute vitesse. Par contre, elle offre, ce que j'ai lu, elle offre plus de volume intérieur quand même. Oui, normalement, alors je ne sais pas assez monter dans une 12 pour faire le comparatif. Mais... Ouais, en même temps, il joue là-dessus, mais ça ne doit pas être à 10 cm près non plus. Non, on doit gagner 1 cm ou 2 par-ci par-là, et ils disent qu'on gagne du volume. Ça fait toujours bien dans les plaquettes publicitaires. Exactement. Ouais, et surtout, ce que tu disais, en fait, celle-là, c'est vraiment celle qui fait rentrer BMW dans l'ère moderne. Oui. Parce qu'elle utilise beaucoup d'électronique, en fait. Ah oui, là, on commence à rentrer dans les dernières années 80. Là, on est chez BMW, donc on commence, on va quand même sur une marque un petit peu haut de gamme. On commence à mettre de l'électronique à tout va, partout là. On fait un peu ce qu'on peut. On verra le tour après à l'intérieur, oui, mais il y a des voyants, des machins, des checks de partout. On se croirait dans un avion presque. Et encore, elle a le petit système, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a encore plus de choses dedans. Et on est sur une phase 1, pas sur une phase 2. D'accord. Donc, par contre, tu as quand même quelques belles options dessus. Oui. On a les jantes BBS dessus. Les jantes BBS donc, qui étaient en option sur le catalogue, hein, c'est les jantes BMW, qui étaient sympas, qui donnent ce petit côté nid d'abeille qui est joli. Autrement, on avait en catalogue de base, normalement, ce sont des jantes tôle avec des grands enleveurs inox, un peu la poly là. Et la belle époque aussi. Donc on avait aussi la montre TRX qui sont plutôt jolies, ça lui fait des jolies jantes. J'ai un ami à moi qui a exactement la même que moi. Mais la même, hein, même couleur, même config, elles ont 4 mois d'écart. Et lui, il est en TRX, c'est sympa, ça fait une belle auto. Et puis il y a ce béquet BBS aussi à l'arrière. Qui est assez atypique, atypique parce qu'on ne le voit pas souvent. Ouais, alors normalement, il ne devrait pas être peint. D'accord. Mais moi, à l'époque, quand j'ai récupéré le véhicule, il était déjà peint. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus le remettre en noir, c'est plus possible, parce qu'à la peinture s'incruste, le plastique avec. Tout. Ça lui donne un côté un peu sympa parce que ça lui connaît un petit peu plus moderne. Ça fait moins grosse tache noire. Ça, je trouve que c'est pas mal. Petite aussi subtilité pour les puristes. Les coques de rétro sur ces générations-là, surtout sur la phase 1, sont pas couleur caisse. Ils sont censés être noirs. Là, la couleur, c'est le saphir blue métallique. Ça teinte d'origine. Elle est strictement d'origine. Et ça, typiquement des années 80, j'adore. Ah bah les petites bulles, les déflecteurs. Les fameux déflecteurs d'air. Et puis on a les très belles enceintes. Ah oui. Gros son à l'époque. Les enceintes pionnières. Alors qu'on avait sur les plages arrière. Et là, on est sur du haut de gamme. Là, on est sur du. Là, on est bien. On est sur du 3 voies. Attention, là, on est bien là. Et post RDS. Option RDS. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre l'autre caméra. Ouais. Et puis on va aller regarder un peu ce qui se passe sous le capot aussi, parce que ça, c'est pas mal. On va aller voir aussi ce qui se passe sous notre beau moteur. Bon allez, écoute, maintenant qu'on est là, on va aller faire un petit peu le tour. Ouais, on va faire un petit peu le tour de tout ça. On attaque par la mécanique, par exemple. Allez, la mécanique, forcément. Allez, parce que c'est... Un petit 6 cylindres là-dedans. On est chez BMW, donc qui dit BMW dit... Bonne mécanique. Belle mécanique, avec un beau 6 cylindres en ligne. Est-ce que le capot s'est bien ouvert? Je sais pas. Des fois, il colle un peu. Impeccable. Et petite option quand même de l'époque. On a les le droit au vérins. vérin. Ça cause. Alors, il y a un petit peu d'eau, on vient de laver la voiture. Hein. Alors là, on a le beau 6 cylindres 2,8 litres de chez BMW, donc full injection. Par contre, on est vraiment sur du
Ça y est, l'injection pilotée avec un calculateur, la totale, un peu comme aujourd'hui déjà. Et donc ça, alors c'est un bloc qui est déjà un petit peu vieillissant, hein, déjà dans les années 80. C'est un bloc qu'on retrouve déjà dans les fameuses 3 litres à l'époque, ou 2 litres 8, coupé et berline des années 70 déjà. D'accord. Début 70, donc c'est déjà un moteur qui a quelques années. Donc là, on est sur la variante M30, ce qu'on appelle M30. Donc ça, c'est le nom du bloc, en B28, donc pour la cylindrée 2 litres 8. C'est la même base que pour le 2 litres 5. C'est pour ça que là, j'ai vu Il y a que marqué tu as sur le mis, côté, voilà, ouais, 2 litres 5, 2 litres 8. parce qu'on est sur la même admission qui fait les deux moteurs. La base moteur est exactement la même. Il y a quelques petites différences, mais ce sont exactement les mêmes moteurs pour la 2 litres 5 et la 2 litres 8. Et on a encore des générations, on n'a pas des tonnes de capots moteurs dessus en Non. plastique, de cache moteur. Non, mais on voit déjà qu'on commence à avoir quand même un peu de câblage, on a du fil, on a un peu de tout, on commence à déjà sur des voitures quand même. Mais on a encore de la place pour foutre les mains dedans. On a de la place pour bosser. Et puis on n'a pas tous ces caches plastiques effectivement qui sont un peu partout. Où tu mets une demi-heure avant de commencer à toucher à la mécanique. Comme on dit, on démonte la vaisselle et après on commence à travailler. Donc voilà, après quoi dire. Donc c'est un moteur qui fait donc 2 litres 8 de cylindrée et on sort 184 chevaux. Pour l'époque, on est déjà dans les années 80. Les années 80, 184 chevaux. Dans une berline, ça commence à être pas mal. C'est déjà des autos qui commencent à être dynamiques là. On commence à avoir un petit peu de chevaux sur une voiture. En plus, on est sur une voiture qui n'est pas si lourde. Là, on est sur combien? 1200 kg. Et là, on est à vide sur des fonds entrevus, mais à 1 tonne 380, 1 tonne 4, on va dire, en ordre de fonctionnement. Donc, on est sur une auto qui est relativement légère pour aujourd'hui. Bon, à l'époque, c'était déjà lourd, hein, mais finalement, 180 chevaux pour 1 tonne 4, c'est pas déconnant. Bon c'est bien. On a un moteur qui est rageur, qui a un petit peu de couple. On verra, tu verras après, quand tu feras l'essai. J'ai vu dans la brochure que tu m'as prêtée, parce que tu as la brochure d'origine. La vraie d'époque, ouais. D'époque, hein, il disait qu'il y avait un 0 à 100 en 9 secondes. Ouais, en moins de 10 secondes. Aujourd'hui, pour 180 chevaux, on peut dire que c'est pas énorme, mais pas bon, énorme, mais ça reste une berline. Oui, et puis on est sur un moteur atmosphérique, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de Vanos comme on a chez BMW plus tard, qui permet de déphaser les arbres à câbles. Là, en plus, on est sur un moteur simple arbre. Ouais. Le double arbre sera réservé uniquement sur la version M5, parce que subtilité. Aujourd'hui, on dirait on est tous fans des M3, M5, tout ça. La première M5 digne de ce nom est sur ce modèle. C'est la E28 qui va inaugurer la première M5 qui va emprunter le moteur de la M1. Bon, ça, on va pas refaire le truc. Il y a plein de gens qui en parlent déjà sur YouTube. Parce que c'était le plus gros moteur sur la phase 1. Après, ils ont fait le 3,5 litres sur la phase 2. Ouais, alors que ce soit la version phase 1, la plus grosse en cylindrée, c'était 2,8 litres. Le 3,5 litres était réservé uniquement pour la série 7 et la série 6. C'est tout. Après, en phase 2, elle passera en 3,5 litres. En France, elles sont quasiment toutes été vendues avec le pack M-Tech, avec les pare-chocs un petit peu plus gros. Il y a eu quelques-unes qui ont été faites. Après, en Allemagne, on en trouve pas mal, ou ailleurs. Ouais. Exactement pareil, sauf qu'il y a le 3,5 litres dedans. Et il y aura le Saint Graal, la M5 avec les 286 chevaux, moteur double arbre, qui commence à envoyer sévère, qui est emprunté de la compétition, donc du moteur de la M1. On verra ce que ça vaut tout à l'heure, on fera un essai routier, voilà, on verra un peu ce que ça vaut. Donc, un essai. On dit les belles gens de BBS qui sont là. Alors après, pour faire un peu le tour quand même, déjà, bon, pour se mettre un peu dans le contexte de l'époque, on est donc, bon, ça paraît banal aujourd'hui, mais direction assistée, ça c'était d'office. Gestion électronique de l'injection. Gestion électronique de l'ingestion, on a les freins assistés hydrauliquement et pas avec un master vac. Avec même l'ABS déjà en option dessus. Alors on avait l'ABS en option, ça si on n'en a pas, mais oui il y avait l'ABS en option, on a ça, donc on a la gestion comme ça, bon à l'allumage on n'en parle pas, il est forcément électronique. Il y a 4 freins à disque. Oui. Pour l'époque, 4 freins à disque, c'est pas rien. On a les 4 vitres électriques sur cette version-là, les rétroélectriques, les anti-brouillard avant-arrière, ce qui était aussi en option pour beaucoup de véhicules, notre fameuse pionnière de l'époque. Voilà, après, pas mal de petites choses comme ça qui étaient quand même à l'époque, dans les années 80, c'était déjà du haut de gamme, c'était déjà de la belle finition. C'était sympa, ça faisait, on avait des belles choses. Et le petit BBS là à l'arrière, alors qui disparaît un peu, qui est un peu noyé dans la peinture. Ouais, le côté est plus joli. Ce côté-là, il a un peu mal vieilli, mais celui-là, voilà, ce qui fait le charme de ce béquet, qui est assez fin et surtout évasé au milieu là. Là, que souvent ils sont pleins. Plus aérodynamique. Oui, alors je ne sais pas s'il y a un grand impact. On va aller jeter un coup d'œil à toute cette électronique à l'intérieur. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. De l'habitacle. Fermer ça. Bon allez, on arrive à l'intérieur.
Ouais, donc Alors, on retrouve donc une planche de bord relativement sobre pour bon, qui est ouais, c'est même ce qu'on reprochait souvent aux Allemands, d'être un petit peu un peu austère. sérieux, un peu tout Ouais. noir. Bon après ça fait le boulot, ça fait le job. On a tout ce qu'il faut à portée de vue. Alors Ouais, typiquement BM, cette console centrale légèrement inclinée vers le. ouais, peut-être un petit peu moins que sur la série 3, je sais pas. Mais... Ouais, après je sais pas trop comparer, mais voilà, légèrement tourné vers le conducteur. Bon, ça a toujours été un peu la marque de fabrique. On retrouve bon compteur kilométrique à 240, hein, gradué pour les. Ouais, parce que Pour ces vers- celle-là, avec ses Bah, une 180 chevaux, elle passait les 200 à km/h. plus de 200 km/h, ouais. On peut reconnaître comme ça les, entre guillemets, les vrais. Une 520, par exemple, est graduée à 220, par exemple. D'accord, ok. Voilà, petit détail. Alors, on retrouve un petit peu au milieu un petit détail un petit peu sympa pour l'époque, qui est assez nouveau. Donc, on a Oil Service et Inspection, avec des petites diodes. Alors, attends, je vais mettre juste le contact, peut-être s'allumer. Alors c'est marrant, c'est que c'est marqué en anglais. Là, voilà. Oil service et inspection Voilà. en Et anglais. donc là, donc, le petit voyant qui clignote, c'est un voyant qui est en fait lié à l'ordinateur de bord qui est au plafond. Qui me demande en gros là de checker les freins. Donc si j'appuie sur les freins, il va s'éteindre. Là, on peut apercevoir ici. Là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est Voilà. vraiment le modèle électronique. Donc là, on avait l'ordinateur de bord. Et Alors là, qui lui est marqué en allemand. qui lui est marqué en allemand. Alors c'est pas une version allemande, c'est pourtant une vraie version française, mais les phases 1 n'étaient pas traduites. Et là, si j'appuie sur les freins, tac, hop, ça a éteint le truc. Donc et là, ouais, on a les freins. Alors c'est tout ce qui est ampoule là. Donc light, là c'est les ampoules. Là aussi les ampoules. Là, on a niveau d'huile, motor oil. On va avoir le liquide de refroidissement, le liquide de lave-glace. On a tous ces niveaux-là déjà qui sont déjà incorporés dans le truc. Et on a le petit. Ah, ça fait très Bouton aviation. de test. Hein. Ouais, ça fait aviation. On a envie de, à chaque fois avant de démarrer. On aimerait bien que ça fait trop bien. Et il y aura une option, on a ça, et une option supplémentaire pour les plus gros, ordinateur un peu plus gros, qui en fait s'encastre à la place de l'horloge, qui va prendre un petit peu l'ensemble. Avec un peu plus, on a déjà des consommations électroniques qui nous permettent d'avoir. Ouais, avec un code aussi qu'on peut taper dessus. Exactement, etc. il y a des petits détails comme ça qui vont être mis. Bon, bref, voilà, c'est des options supplémentaires. Et puis, bon, bah, alors, mythique de chez les Allemands et chez BM, l'économètre. L'économètre qui Alors, permet ça, de connaître sa consommation qui fait un peu peur des fois. instantanée. Ouais. Et ouais, Première, seconde, troisième, faut pas regarder. Non, ça sert à rien, c'est pas la peine de quand trop. ça passe les 20 litres au 100, bon. Voilà, puis quand elle reste bloquée en haut, bon, après, par contre, curieusement, tu as dû regarder sur la brochure, on est quand même sur une auto quand même qui a quand même 40 ans aujourd'hui. Bah, là, elle a plus de 40 ans, celle-ci. Et on a quand même des consommations raisonnables. Ouais, elle est donnée pour 8 litres 5 sur l'autoroute. Ouais, on a 9 litres normalement autoroute ouais. et 90, on est à 7 litres 5. 7 litres 5. Pour une auto de cette envergure et pour l'époque, et quand même qui a quand même pour l'époque pas mal de chevaux, bah, c'est pas énorme. Par contre, il y a marqué 15 litres en ville quand même. Ah oui, alors par contre, son plus gros défaut, C'est pas fait pour. c'est vraiment Ça, c'est la voiture d'autobahn. Ah oui, bah, elle a été conçue, c'est pour ça qu'on dit une bonne bavaroise, mais c'est une voiture d'autobahn. Même au niveau des rapports de vitesse, on le sent bien quand on est sur la boîte standard, la boîte éco, pas la boîte sport. 4e, 5e, on est vraiment sur des rapports qui sont là pour soulager et il y a beaucoup moins de reprises. Parce que toi, tu as la boîte standard sur celle-là, mais il y avait aussi la boîte courte avec le pont autobloquant. Voilà, avec la fameuse qu'on appelle la boîte sport, avec la première inversée, première en bas. On dit tous boîte Getrag, mais bon, c'est toutes des boîtes Getrag. Moi aussi, c'est une boîte Getrag au-dessus, c'était le fabricant. Et avec le pont, souvent le pont autobloc, la glissement limité, si on veut être plus précis. C'est bête pour l'époque, mais on a déjà une régulation automatique du chauffage. Ouais, électronique là, aussi. Électronique, donc c'est juste un peu tard. Hein, là, quand on le tourne, on sent qu'on n'emmène rien. Il n'y a pas de robinet comme ça se faisait dans les années 80 qui ouvre directement. Là, on a déjà des graduations qui sont en degrés. Donc, quand on met 20, 24 degrés, là, par exemple, on a une sonde qui est sur le tableau de bord qui aspire en fait l'air ambiant et ça s'autorégule. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Quand ça marche, hein, bien sûr, quand l'électronique a des fois. Et j'ai beaucoup de gens, c'est qu'une auto, l'électronique fonctionne quasiment parfaitement. J'ai tout qui marche, c'est-à-dire l'inspection, même le service, la régulation automatique, l'économètre, l'horloge, tout ça. Parce que malheureusement, comme beaucoup de ces autos-là, elles ont de l'âge. Et puis l'électronique, on est quand même un peu encore dans les prémices. Et il peut y avoir beaucoup de petits éléments qui marchent de moins en moins bien. On n'a pas de multiplexage dedans, donc ça. Ah, il n'y a pas de multiplexage, donc c'est assez rapide. Mais bon, quand on a des compteurs, la maladie sur ces autos-là, ce sont les compteurs qui fatiguent. Hein. On a des fois les l'économètre qui ne marche plus, le compteur de vitesse, ou des fois plus rien, les sondes qui tombent les uns après les autres. Bon, voilà, les cartes mères se fatiguent. Même l'intérieur a super bien vieilli. Hein. Ah, bah là, oui. Tout à l'heure, les sièges. Les sièges sont d'origine. Hein, les sièges en velours comme ça qui avaient tendance quand même à fuser fatiguer facilement au soleil. Bon, je pense qu'elle n'a pas vu beaucoup de monde derrière. Hein. Ouais. Parce que vraiment, les sièges sont bien. Même à l'avant, là,
conducteur, il est encore très beau, ils sont pas fusés. Bon, quand c'est un petit Ouais, peu... il n'y a aucune couture qui craque Non, sur les non, bords, non, rien. non, on est bien. Il y a la pas d'accro. Dolce qualitate, quoi. Ouais, et puis, on n'a pas de crew de clope, parce que à l'époque, Ah oui, oui, ça oui, clopait oui. pas Ah mal. bah oui, hein, Mais je pense qu'elle a jamais dû être fumeur, cette auto. Parce Est-ce que le cendrier, bon, il y a des élastiques de ta femme dedans. Non, mais il il y n'y a a pas pas de trace de... de... Non, je pense qu'elle a jamais dû vraiment toucher voilà, ce genre de choses. Là, bon, on a les 4 vitres électriques qui sont au centre aussi. Alors, c'est marrant que sur cette génération-là, on a les garnitures de porte, mais il y a toujours c'est juste un cache pour mettre la manivelle. Le petit cache pour mettre la manivelle au cas où. Ouais, Ouais, bon. sur les versions d'après, bon, ça sera enlevé. Ah ouais, mais standard aussi. Ah bah dans chacune les des portes portes, arrière, hein. Bah oui, Ah obligé. bah oui, obligatoire. Donc on est voilà, avec les petits boutons dans les portiers, dans les portes derrière, dans les petits boutons de montée de... Les bons vieux cendriers des années 80. Ouais, qui est bien ferme, de voir clac, voilà. Ouais. On a aussi tout confort, on est quand même sur une 5 places, mais... Ah, le fameux accoudoir à l'arrière. Accoudoir obligatoire. Là, vous êtes tranquille, vous pouvez faire des Et milliers puis de kilomètres. Là. La belle moquette bien profonde et tout qui ça, est, les beaux qui est encore tapis, belle, qui est encore belle, qui a pas trop. on voit qu'elle n'a pas dû voir beaucoup de monde. Bah non, quand même puis à souvent les coques derrière, bon là, quelques petites traces avec le temps, mais souvent elles sont souvent un petit peu abîmées à cause des pieds, puis des fois les enfants aussi à l'époque. Oui, forcément. Ça usait un peu. C'est un beau modèle. Et puis ces fameuses grosses les enceintes pionnières. Ah ouais, c'était l'époque. Bon, j'ai plus le poste qui devait être avec. Un Grundig à l'avant. J'ai un Grundig, mais moi, la personne qui me l'a vendu à l'époque était très fière de me dire c'est un RDS. Ça m'a coûté 1500 francs à l'époque. Ah oui. Ah, je lui ai dit oui. Bon, c'est vrai que c'est un peu dépaudé maintenant, mais bon. On était dans la qualité. On était dans la qualité. Voilà, après tout bête. Bon, puis on a quand même un beau coffre pour l'époque aussi. Il y a du volume. Mine de rien. Ça faisait un beau truc, un beau coffre quand même avec de la place. On peut transporter 2-3 cadavres là-dedans. Ouais, exactement. Deux, ça rentre. Hein. On a quand même, mine de rien, la roue de secours qui est dessous, donc on a un plancher quand même plat. C'est plutôt bien conçu. Bon, la fameuse boîte à outils de chez BM, qui est mythique, ça a toujours été. Donc voilà, ça fait... Encore aujourd'hui, ça reste utilisable quasiment au quotidien. Ah bah oui. Seul petit défaut, c'est vrai qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de rabattre par exemple la banquette. Ouais, t'as pas la trappe à ski. Qui s'est déjà fait. Après, glisser les skis dedans, ça doit pas être facile. Non, mais je crois que chez Mercedes, ils commençaient déjà à le faire. Par exemple, bon, c'est pas un défaut, c'était l'époque, et puis voilà. C'était comme ça, mais ça fait encore un véhicule qui a du charme encore. Ouais. Ça fait un beau truc. Bon bah voilà, il reste plus qu'une chose à faire, c'est l'essayer. Loïc, moi je t'abandonne là. Ouais, je vous laisse. Je te laisse retourner à tes occupations. On va aller bricoler un peu. Et puis moi je vais aller faire un tour. Tu la casses pas. Non, attention au radar. Tu sais bien que je l'ai déjà conduite. C'est vrai. Attention au radar, tu te fais vite emmener. Ouais, mais bon, quand je te suivais avec l'Alpine en revenant du Mans, oui. C'était toi qui étais devant quand même. Non, c'était moi qui étais devant. Mais bon, ça roulait bien quand même. Bon allez, on va aller faire un tour. Moi je vous dis bye et à bientôt. À la prochaine. À une prochaine. Bon allez, on est parti pour un petit essai routier. J'adore ce bruit de 6 cylindres, ça change des petits Renault que je vous fais voir d'habitude. Le check de frein pour faire effacer le voyant qui s'allume. Et on va profiter des derniers rayons de soleil de la journée. En ce mois de janvier bien froid, on va aller voir ce que ça donne. Alors comme on disait tout à l'heure, cette voiture, je la découvre pas aujourd'hui, pas comme certaines que j'ai déjà essayées, que je conduisais lors de l'essai pour la première fois. Cette voiture-là, je l'ai déjà conduite en revenant du Mans classique, où justement, avec les copains du garage, on était allé amener quelques Alpines anciennes. Et puis donc on était allé avec cette voiture-là, avec Loïc. Et au retour, lui, il avait pris une Alpine A110, une des toutes premières Alpines A110. Et puis moi, j'ai eu la chance de rentrer avec cette voiture-là depuis Le Mans, par les routes secondaires. On n'a pas pris l'autoroute, on était rentré par les nationales. Et autant vous dire que ça se faisait plaisir quand même. Alors déjà là, on est quand même bien dans une berline allemande de l'époque. Le bruit du moteur, on l'entend, c'est rond. Un beau bruit de 6 cylindres, mais assez contenu quand même. Par contre, on a quand même quelques bruits d'air au niveau des fenêtres et je pense que ça vient des déflecteurs latéraux. Alors comme ça, à bas régime, on a 2000 tours en 5e à 80. C'est très souple, très agréable.
Même s'il y a 185 chevaux sous le capot, c'est pas une sportive, hein, ça reste quand même une belle routière. Une allemande faite pour cruiser sur l'autobahn. C'est sérieux, c'est bien confortable, c'est bien enveloppant. Même si l'assise, c'est de l'allemand, c'est quand même toujours un petit peu ferme. Quand on compare ça avec des sièges, alors moi je suis amoureux de ces sièges-là, mais les sièges de la Renault 25 de l'époque, on aurait dit des canapés. Là on est sur de l'allemand, c'est toujours un petit peu raide, les assises d'allemand, et encore, c'est moins raide que les Mercedes de l'époque, je trouve. Alors bien sûr, là, avec 185 chevaux, hein, pour se lancer sur la 4 voies, on n'a pas de mal. Un petit voisin en BMW qui nous double. Et là, quand on regarde l'économètre, à 110, il me dit que je suis à 6 litres. Chose qu'on a toujours du mal avec les voitures modernes. Quand on repasse sur ces voitures-là, c'est la finesse du cerceau, hein, au niveau du volant. On est habitué aujourd'hui avec des volants beaucoup plus gros. Là, ça reste quand même... Le cerceau est assez grand et relativement fin sur les dos d'âne. C'est hyper souple, ça s'agate pas, ça tape pas au cul. Dans les virages, ça penche un peu, mais c'est pas la folie non plus. Alors c'est sérieux. On va aller voir en sortie de rond-point, un peu quand on met le pied dedans, en seconde. Voilà. Et là, il y a de la longe, c'est un 6 Atmo. Ça fait plaisir. Donc là, je suis à 110 sur la 4 voies. L'économètre me marque 8 litres. Ça va pour une voiture de ces années-là. Parce que là, forcément, on est sur son terrain de jeu. Hein. De la grande route, un beau ruban asphalté. Et puis, on peut croiser comme ça sur l'autobahn à 150, 160 sur des dizaines de kilomètres. Je pense que ça ne doit pas lui poser trop de problèmes. Le moteur n'est pas trop présent dans l'habitacle, même quand on accélère. C'était vraiment une voiture hyper confort. Même en troisième, on peut relancer. Et dès qu'on passe 4000 tours, alors là, elle veut vous embarquer. Là. On va quand même aller faire un petit tour sur les routes que j'ai l'habitude de prendre, histoire de voir comment ça se comporte sur les routes sinueuses. Et puis un petit peu tape-cul. Allez, on va voir ce que ça donne là-dessus. Alors là, c'est une petite route de campagne bien défoncée. Et franchement, qu'est-ce que ça filtre bien. Alors là, la route d'habitude, elle est vraiment tape-cul. Même avec ma voiture, moi, qui est récente, hein, qui est pas aussi âgée que celle-là, ça filtre pas mieux, hein, voire même moins bien. Là, on est vraiment... ça garde la rigueur, même en virage. Même si ça tabasse un peu. Par contre, il a mis le chauffage à 24 degrés. Ah, on se croirait en plein été. Le dos d'âne, on l'a à peine senti. Je relance en troisième, sortie de rond-point. Et là, on sent la longe du 6 cylindres. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ça, c'est plaisir. Bon, on a de quoi se faire plaisir quand même. Départ arrêté de la barrière de péage. Il y a moyen de gratter quelques voitures quand même. Parce qu'il faut bien se dire que pour l'époque, une Porsche 911 classique de l'époque, ça faisait pas beaucoup de chevaux de plus. Hein. On avait 205, 210 chevaux dans une Porsche 911. Alors bien sûr, c'est pas du tout le même esprit. Mais on n'avait que 20 ou 25 chevaux de plus qu'une BM familiale comme ça. Ça donne déjà une idée des performances qu'on pouvait avoir pour l'époque. Il faut remettre ça en perspective toujours, hein, pas forcément avec les voitures de maintenant où 200 chevaux, c'est presque une puissance de base pour une familiale qui va peser pas loin d'1,5 tonne ou 2 tonnes. Voilà, on se rappelle toujours qu'on est au début des années 80, 185 chevaux dans une berline. C'était assez exceptionnel. Il y a aussi une chose, on parlait de cette première voiture électronique. Hein. Cette voiture, elle a à l'intérieur donc, le fameux check, le check électronique de service. Il faut savoir qu'on a une jauge à l'intérieur, là, qu'on a vu tout à l'heure, qui vous permet de savoir quand faire vos révisions. Parce que ce n'est pas simplement un compteur qui se défile dans le temps et on vous dit au bout de 30 000 km, il faut aller faire la révision au garage. Non, non. C'était un système électronique intelligent
qui analysait votre conduite, savoir si vous conduisiez de manière plutôt sportive, plutôt pépère, si vous tapiez dans les tours ou si vous la respectiez en restant toujours autour de 3000, 4000 tours, etc. Eh bien, ce calculateur électronique prenait en compte votre manière de conduire pour vous dire quand faire la révision. Si vous aviez une conduite plutôt tranquille, eh ben, il vous permettait d'avoir des révisions beaucoup plus espacées les unes des autres. Et si par contre vous aviez le pied un peu plus lourd, à taper dedans, avoir une conduite un peu sportive, à utiliser l'autobahn à haut régime tout le temps, eh bien ça vous permettait d'avoir des révisions beaucoup plus serrées, beaucoup moins espacées dans le temps. Ce qui fait que c'était un système intelligent qui permet vraiment de s'adapter au conducteur et pas de faire une visite bateau tous les X kilomètres ou tous les X années, comme c'est toujours le cas actuellement. Bon bah écoutez, je crois que c'est sur ces derniers rayons de soleil de la journée, puisque là, ces journées d'hiver, le soleil se couche de bonne heure. On a eu la chance d'avoir une belle journée, pas trop froide pour présenter cette voiture. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Alors cette année 2026, comme je vous l'ai dit, elle ne va plus être tellement sur le signe de Renault, même si on en verra sûrement encore passer sur la chaîne. Et on va essayer de diversifier ça un petit peu. Alors peut-être pas avec des véhicules aussi rares que je vous ai présentés jusque-là, parce que même si c'était des Renault, à chaque fois j'ai eu la chance de pouvoir vous présenter des modèles exceptionnels et très rares quand même si c'était des Renault. Là, cette année, on va essayer de varier un petit peu les plaisirs. Alors, il va y avoir de l'américaine, il y aura sûrement d'autres BMW, il y aura sûrement encore de la Renault, et puis on verra ce qui nous tombe sous la main. Alors sûrement des modèles un peu moins rares, mais peut-être un petit peu plus variés, parce que j'en ai marre de voir dans les commentaires, encore une française, encore une française. Alors j'essaye d'être à l'écoute. Dernier petit message aussi, je suis en train de préparer éventuellement une FAQ, justement pour faire un bilan de l'année d'avant, des projets de l'année 2026, et puis répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, des idées, des envies, si vous avez des véhicules à me proposer à l'essai, que vous êtes dans la région Touraine ou pas trop loin, mettez-le dans les commentaires. Moi je vais profiter des derniers rayons de soleil pour faire une petite balade, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!